vendredi 9 mars de l'an 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de ce 19h. Le Front pour le sursaut patriotique a organisé une marche dans la matinée de ce vendredi 9 mars 2018. Une marche qui n'est pas allée à son terme. Plus de précisions dans un instant. Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires classiques. Caliste Kounouvo, acteur influent dans le système sous le régime Yahi, en parle dans cette édition. Vous suivrez également dans cette édition le président Moucharaf qui fait le point de la séance de travail avec les entraîneurs nationaux désignés à la tête des équipes nationales de football junior et cadette. À nouveau, bonsoir. Une arrestation opérée, c'est le bilan de la marche de protestation organisée par le Front pour le sursaut patriotique à Cotonou ce 9 mars. Plus de 20 000 hommes, selon les organisateurs, se sont mobilisés à Cotonou pour cette marche qui s'est terminée à queue de poisson parce que dispersée par la police. Suivez le reportage. Partie de la place de l'Étoile Rouge, la marche du Front pour le sursaut patriotique de ce 9 mars s'est terminée à queue de poisson. La police a dû user de gaz lacrymogène et de jets d'eau pour disperser la foule compacte. Le cortège s'ébranlait en direction du marché de Tokpa en scandant des slogans hostiles au président Talon et à son gouvernement. Après quelques échauffourées, les organisateurs se sont repliés à la bourse du travail de Cotonou pour une déclaration. Notre peuple, désormais, a le droit à la désobéissance civile. Ainsi donc, face à la faim, à la ruine accélérée du pays, face à la dictature, face aux parjures répétés, le peuple, le FSP appelle le peuple dans toutes ses composantes à se lever pour arrêter le désastre actuel auquel conduit le pouvoir de la rue et de la rage. Le FSP l'appelle à préparer de partout ses forces pour dire non. Les organisateurs indiquent qu'il s'agit d'une marche conjointe à Parakou, Porto Novo et Comé. La marche du Front pour le sursaut patriotique de ce 9 mars n'est pas allée à son terme. Les marcheurs et le préfet ne se sont pas entendus sur l'itinéraire. La police a fait usage du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants décidés à continuer leur progression selon l'itinéraire demandé et non en respect de celui indiqué par la préfecture. Cet échange entre le préfet et l'ancien syndicaliste Paul Issé-Iko illustre la situation. Tous les quelques minutes qui restent, ne mettez pas du carnage. Vous avez votre conscience et vous savez que nous faisons ça pour vous, aujourd'hui et demain. Mais je ne suis pas organisateur. Les organisateurs, vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé. Il peut parler. Il est de bon temps. Même après ce que vous avez dit, que je vous donne une version des faits. Personne ne conteste votre droit de marcher. C'est votre droit de marcher. Et la marche a bel et bien été encadrée et autorisée. Mais il se fait que... N'arrêtez pas. Non, je vous en prie. Il se fait que l'itinéraire que vous avez choisi, du point de vue sécuritaire, n'est pas bon. Et nous, c'est notre job d'assurer la sécurité de vous-même et des autres citoyens qui doivent aller au boulot, qui doivent vaquer à leurs préoccupations. On est à... Non. Je vous en prie, laissez-moi finir. On est à 11h. Et laissez-moi finir. Monsieur le préfet, n'élevez pas le ton. Je n'ai pas élevé le ton. Vous êtes devant un citoyen. Écoutez, et vous êtes devant un démocrate. Là où nous passons, il n'y a aucun danger. Passer par l'itinéraire. Parce que vous ne voulez pas que notre marche réussisse. C'est parce que vous ne voulez pas que les femmes du marché prennent part à notre marche. Mais les femmes du marché peuvent se déplacer. Elles doivent venir derrière. Elles peuvent venir à l'école rouge, aller marcher. Donc, monsieur Tokoula, votre nom est déjà inscrit en mal. C'est vous. D'accord. C'est vous qui allez donner l'ordre ici. Ouais. Et si vous donnez
eh bien, le peuple, nous, on prendra acte. Lorsque vous n'étiez pas là la fois dernière, nous avons vu le chef des policiers. Il a accepté et nous avons marché jusqu'à la bout du travail. Il n'y a rien eu. Par quel miracle il y aura quelque chose aujourd'hui? Monsieur, vous passez le temps. Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires classiques. Le microcrédit se développe surtout dans les pays en développement où il permet de concrétiser des microprojets favorisant l'activité et la création de richesses. Au Bénin, sous le règne du président Thomas Boniaï, le programme des microcrédits a eu quelques entraves à sa réussite. Suivons ensemble Calès Kounouveau, acteur influent dans le système sous le régime Yahi. Au départ, c'était 30 000 pour les femmes. Après 30 000, deux fois, tu prends 30 000 deux fois, et puis après, tu es à 50 000, à 100 000 après. Mais sans oublier qu'il y avait aussi des structures de microfinance traditionnelles qui vous prenez 30 000 une fois, une deuxième fois, ces structures remarquent que vous payez bien, on vous détourne directement dans leur propre programme. Et il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont dans ces structures-là et qui continuent par percevoir, par prendre de l'argent et rembourser. En réalité, le programme n'avait pas réellement raté, mais c'est sur le terrain que nous avons compris que à la naissance du programme, beaucoup prenaient pour l'argent de campagne. Il y avait la désinformation. Et certaines femmes ont cru que ce prêt qu'ils avaient eu, c'était politique. Donc, ils n'ont pas fait des activités avec. Donc, ils avaient eu des difficultés pour rembourser. D'autres n'avaient pas l'habitude de ces genres de prêts. Et quand ils ont pris une première fois, une deuxième fois, alors ça les a enchantés et ils sont repartis. Ils prenaient plusieurs prêts en même temps. Puisque ce n'était pas programmé, ça veut dire que ce n'était pas informatisé. Donc, les femmes prenaient plusieurs fois ce même prêt. Et au moment de rembourser, ça posait tous les problèmes. Donc, c'était comme ça que ça a eu quelques problèmes. Ça a eu réellement de problèmes. Maintenant, pour les autres programmes où des jeunes ont pris ces gens de prêts, ils l'ont dilapidé. C'est normal, quand vous prenez un bien commun, vous êtes obligé de ramener. Donc, je pense que le gouvernement actuel, dans cette logique de faire le recouvrement de ces prêts-là, il a entièrement raison. Quand vous prenez un prêt à la banque et que vous ne payez pas, on vous force à payer. Ils ont leur manière, leur technique pour le faire. Donc, je pense que le gouvernement, tout en utilisant des stratégies, les manières qu'il faudra, doit rentrer dans ces fonds. Donc, je pense que le gouvernement doit, d'une manière ou d'une autre, avec une bonne manière, mais obliger les gens à payer, à rembourser. Ainsi, ça permettra à la prochaine fois, quand il y aura un champ de programme, que les gens soient conscients de ce qu'ils prennent, de leurs engagements. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, une équipe de 2AETV s'est rapprochée du couple Bossou dans le but de recueillir leur avis sur la perception de cette journée. Selon ces derniers, les femmes doivent être à l'honneur tous les jours car elles le méritent bien. Moi, je ne crois pas trop à cette fête-là parce que je dis que les Blancs ont créé ça pour vendre des fleurs. C'est la fête des fleurs. Parce qu'une femme dans son foyer, tous les jours qu'elle est dans son foyer, elle fait une fête déjà. Son mari lui fait une fête déjà. Beaucoup de femmes ne sont pas libres parce que chez nous en Afrique, l'homme ne permet pas que la femme soit trop libre. Et en Afrique, on veut que la femme soit sous la domination de son mari. Et j'y crois à ça. Quand je dois faire quelque chose, quand mon mari me refuse, je ne fais pas.
sans la femme, il ne peut pas naître d'abord. Parce que c'est la femme qui porte et l'homme dans le ventre. C'est la femme qui nourrit l'homme. C'est la femme qui fait tout dans son foyer. Sans la femme, un foyer n'est pas un foyer. Et les hommes qui n'ont pas de femme sous leur toit, ça ne va pas. Alors, je veux dire à tous les hommes de s'occuper de leurs femmes, de faire comme mon mari, et puis d'être un peu à l'écoute de leurs femmes. Je pense que cette journée qui est déclarée Journée internationale de la femme, moi je pense ça comme une formalité. Parce qu'en réalité, tous les jours sont pour la femme. Tous les jours que Dieu fait, c'est pour la femme. Mais quand on dit Journée internationale de la femme, qu'est-ce que nous recherchons? On dit qu'il faut arriver à faire la parité entre la femme et l'homme. Mais le grand combat se trouve dans le camp de la femme. Parce que si on fait le dénombrement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc cette affaire d'égalité, c'est un combat de la femme, mais nous sommes prêts à les suivre, à les accompagner. Mais la première chose à faire, il faudrait que les femmes même prennent conscience de leur capacité, de leur potentialité, de leur nombre, pour faire des choses qui puissent les positionner davantage dans ce système d'égalité. Une journée mondiale pour la femme, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que ça se limite à cette seule journée. Chaque jour que Dieu fait, il faut que ce soit un combat permanent et qui doit être accompagné par aussi les hommes. Les consulter une dernière fois avant de soumettre leur contrat de nomination à l'autorité de tutelle, le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, entouré de quelques-uns de ses proches collaborateurs et du comité exécutif, a échangé ce vendredi matin avec les entraîneurs désignés à la tête des équipes nationales de football junior et cadette. Cette séance de travail s'est déroulée au siège de la fédération à Porto Novo. À la sortie de cette concertation, le président Moucharaf fait le point de la séance. Nous venons, le cabinet et certains membres du comité exécutif et moi, prendre contact avec certains encadreurs internationaux du Bénin, dans le cadre de pouvoir être nommé au niveau des équipes de catégorie d'âge pour les compétitions de la Confédération africaine de football qui vont déboucher sur la Coupe du Monde des dites compétitions. Et c'était un projet qui date bientôt de 2 mois. Nous avons rencontré pour requérir à leur avis et à leur avis avant de pouvoir nous adresser au ministre des Sports pour leur nomination très prochainement. On a fait une séance d'environ 90 minutes où on leur donne la feuille de route et l'ambition du comité exécutif que je préside à travers cette nomination avec le ministre, c'est que l'équipe du Bénin se retrouve à la Coupe du Monde. Parce qu'il y a la Coupe du Monde 2019. Donc, et ils ont été étudiés, ça s'est bien dit. Et je crois que le mercredi prochain, ils vont rentrer à Missérité pour commencer par travailler, préparer le voyage du 30-31 mars pour jouer contre l'équipe à Monrovia. Oui, c'est vrai, nous sommes en retard, mais vous savez, il y a plusieurs structures qui interviennent dans la gestion des équipes nationales. Et nous avons eu une autre vision, ce qui consiste à travailler en parfaite harmonie et en complicité avec le ministère de tutelle, dont la décision ne revient plus à la seule fédération, mais c'est plutôt avec toutes les structures qui interviennent. Et vous comprenez très bien que nous devons aller avec une méthode pour ne pas aller par précipitation et ne pas confondre une course de fond à une course de vitesse. Valère Wandinou, sélectionneur des U20, et son homologue, Lafiou Yessoufou de la sélection cadette, se sont également confiés à nos reporters. Suivez plutôt.
C'est une très bonne chose. Sentiment, vous savez, moi je suis très ambitieux. Et je vise plus haut que ça. Mais c'est arrivé comme on vient de me donner cette occasion de prendre les juniors. Je l'accepte. Si les conditions sont bien réunies, je l'accepte et je vais prouver par là ce que je peux donner à mon pays. Aujourd'hui, avec mon niveau, j'ai travaillé un peu partout. Avec le feu Stéphane Keshi, comme vous venez de le dire. Et je connais mon pays, je sais ce que mon pays peut faire. Donc, je ne vais pas trop demander, mais le minimum, ça doit être fait. Et que, bon, c'est ça qui donne le plaisir de travailler, l'engouement et tout. Mais je compte sur le président de la fédération et avec son vice-président. Ils viennent de me donner leur parole et que ça va être fait. Parce que je voulais insister sur un contrat signé, mais ils m'ont donné leur contrat verbal que non, ça va être fait. Donc bon, qu'ils vont voir le ministre. Et puis bon, là, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et moi, je ne vais pas dire ce que je veux. Et moi, j'attends de voir ce qu'ils vont conclure avec le ministre. Et puis bon, là, ce n'est pas l'argent d'abord, c'est le résultat. Mais il faut que on soit dans les normes. Ils nous donnent l'équipe junior il y a quelque chose devant nous, il y a la CAN junior devant nous, c'est pourquoi ils nous ont appelés. Donc on doit tout faire pour faire qualifier l'équipe. Et ce que nous pouvons faire, on va faire. Et puis bon, et ce ne serait pas seul les coachs. J'avais dit dans la salle tout à l'heure que c'est avec la fédération aussi. S'il y a une bonne organisation de part et d'autre, pourquoi ne pas avoir le résultat que nous voulons? Je pense que c'est une charge énorme que nous avons actuellement. Nous sommes en train de prendre avec la fédération et puis le ministère. Nous en avons l'habitude, mais nous avons gagné un tout petit peu d'expérience que nous allons mettre au service de notre cher Bénin. Et je pense que c'est ensemble avec vous, avec tout le monde, que nous allons faire, nous allons jouer cette partition. Nous avons eu une très bonne séance avec le président et les staffs et son staff par rapport à notre nomination. On est en train de discuter par rapport au contrat. Je pense que c'est presque consommé. D'ici là, nous allons signer le contrat et on va commencer le travail pour pouvoir travailler pour notre pays. Consternation, émotion et interrogation. Ce vendredi matin à Ekpe-Gare, les populations ont découvert des ossements humains dans un buisson de cette localité de la commune de Semekodji, non loin du pont péage d'Ekpe. L'identité de ces acteurs et les raisons de cet acte restent inconnues. C'était une brève pour mettre un thème à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bon carême à tous les chrétiens catholiques.